Les dramaturges des Lumières tendent, au XVIIIe siècle, à faire du théâtre un miroir de leur société en mouvement. Marivaux est un auteur fantaisiste de cette époque. En effet, il renouvelle le genre de la comédie, hérité de la commedia dell'arte, et invente des stratagèmes qui mettent à l'épreuve les sentiments de ses personnages. Ainsi, la pièce intitulée « Le jeu de l'amour et du hasard », datée de 1730, exploite le procédé du travestissement entre maître et serviteur pour permettre l'éducation sentimentale de jeunes gens s'apprêtant au mariage. Le texte que nous allons étudier se situe à la fin de la scène d'exposition du jeu de l'amour et du hasard. Auparavant, Sylvia, une jeune noble, explique à sa suivante, Lisette, qu'elle ne veut pas épouser le jeune homme que lui destine son père et qu'elle ne connaît pas. L'extrait correspond au moment où, pour justifier son attitude, Sylvia fait le portrait satirique de trois maris à deux visages qui paraissent charmants au dehors, mais qui se montrent odieux auprès de leur épouse. Aussi, pour étudier cet extrait, nous pourrons nous demander quelle image de la condition féminine au XVIIIe siècle se dégage de ce dialogue. À présent, je vais lire le texte. Sylvia. Tu ne sais ce que tu dis. Dans le mariage, on a plus souvent affaire à l'homme raisonnable qu'à l'aimable homme. En un mot, je ne lui demande qu'un bon caractère, et cela est plus difficile à trouver qu'on ne pense. On loue beaucoup le sien, mais qui est-ce qui a vécu avec lui? Les hommes ne se contrefont-ils pas? Surtout quand ils ont de l'esprit. N'en ai-je pas vu, moi, qui paraissaient, avec leurs amis, les meilleurs gens du monde? C'est la douceur, la raison, l'enjouement même. Il n'y a pas jusqu'à leur physionomie qui ne soit garante de toutes les bonnes qualités qu'on leur trouve. Monsieur Untel a l'air d'un galant homme, d'un homme bien raisonnable, disait-on, tous les jours d'Ergast. Aussi l'est-il, répondait-on, je l'ai répondu moi-même. Sa physionomie ne vous ment pas d'un mot? Oui, fiez-vous-y à cette physionomie, si douce, si prévenante, qui disparaît un quart d'heure après pour faire place à un visage sombre, brutal, farouche, qui devient l'effroi de toute une maison. Ergast s'est marié, sa femme, ses enfants, son domestique ne lui connaissent encore que ce visage-là, pendant qu'il promène partout ailleurs cette physionomie si aimable que nous lui voyons, et qui n'est qu'un masque qu'il prend au sortir de chez lui. Lisette. Quel fantasque avec ces deux visages! Sylvia. N'est-on pas content de Léandre quand on le voit? Eh bien, chez lui, c'est un homme qui ne dit mot, qui ne rit, ni qui ne gronde. C'est une âme glacée, solitaire, inaccessible. Sa femme ne la connaît point, n'a point de commerce avec elle. Elle n'est mariée qu'avec une figure qui sort d'un cabinet, qui vient à table et qui fait expirer de langueur, de froid et d'ennui tout ce qui l'environne. N'est-ce pas là un mari bien amusant? Lisette. Je gèle au récit que vous m'en faites. Mais Terre-Cendre, par exemple. Sylvia. Oui, Terre-Cendre. Il venait l'autre jour de s'emporter contre sa femme. J'arrive, on m'annonce. Je vois un homme qui vient à moi, les bras ouverts, d'un air serein, dégagé. Vous auriez dit qu'il sortait de la conversation la plus badine. Sa bouche et ses yeux riaient encore. Le fourbe, voilà ce que c'est que les hommes. Qui est-ce qui croit que sa femme est à lui? Je la trouvais tout abattue, le teint plombé, avec des yeux qui venaient de pleurer. Je la trouvais comme je serais peut-être. Voilà mon portrait à venir. Je vais du moins risquer d'en être une copie. Elle me fit pitié, Lisette. Si j'allais te faire pitié aussi, cela est terrible, qu'en dis-tu? Songe à ce que c'est qu'un mari. Lisette. Un mari? C'est un mari, vous ne deviez pas finir par ce mot-là. Il me raccommode avec tout le reste. Le texte se compose de deux mouvements. Le premier mouvement peut être situé de la première ligne à la ligne 13 et correspond à la critique générale des maris que fait Sylvia en utilisant l'exemple d'Ergast. Et le second mouvement se situe de la ligne 14 à la ligne 28 et montre l'hypocrisie des maris dont la personnalité se révèle au sein même du mariage. Je commence avec le premier mouvement, la critique générale des maris illustrée par l'exemple d'Ergast, de la ligne 1 à la ligne 13. Il s'agit d'une tirade prononcée par Sylvia, donc une longue réplique où elle s'adresse à Lisette. Dès la première ligne, elle lui dit, je cite,
tu ne sais ce que tu dis. C'est la première phrase de notre extrait, et c'est une phrase négative. Lisette vient de dresser un portrait peu flatteur du prétendant de Sylvia. Donc ce prétendant dont on nous parlait juste avant le passage que l'on est en train d'étudier. Sylvia est méfiante et s'oppose à sa servante. La question finalement ici est de savoir si une jeune fille doit se réjouir ou non de se marier, et c'est là le sujet que Sylvia va argumenter tout au long de cet échange avec Lisette. À la première ligne, elle dit « Dans le mariage, on a plus souvent affaire à l'homme raisonnable qu'à l'aimable homme. » On remarque ici le présent de vérité générale, mais aussi le pronom on a plus souvent affaire. Donc ici, dans cette citation, Sylvia expose sa vision du mariage dans une revendication personnelle et féministe sous la forme d'une maxime. On a l'impression que c'est un proverbe avec ce présent de vérité générale. Dans le mariage, on a plus souvent affaire à l'homme raisonnable qu'à l'aimable homme. On remarque d'ailleurs dans cette citation une opposition entre deux adjectifs, raisonnable et aimable. C'est un petit peu le conflit entre la raison et l'amour. Sylvia est ainsi une jeune fille qui remet en question l'idéal d'un mari physiquement aimable. Raisonnable s'oppose donc à aimable. Donc aimable signifierait capable d'inspirer l'amour, le talent de plaire. Cela nous renvoie ici à l'idéal classique de l'honnête homme, aussi beau que vertueux. Cet honnête homme est présenté comme un homme, comme un pur idéal et non plus comme une réalité envisageable. Et c'est bien ce que Sylvia veut nous montrer. Un petit peu plus loin, la deuxième ligne, elle dit, donc elle poursuit dans son discours, elle dit « Je ne lui demande qu'un bon caractère ». Elle utilise ici une négation restrictive, ne que. Sylvia est inquiète à l'idée d'épouser un homme qu'elle ne connaît pas. Elle dit ce qu'elle attend d'un mari et expose ainsi une vision réaliste des choses, à savoir qu'un homme idéal n'existe pas. Ses qualités morales sont alors les seules qu'elle attende d'un bon mari. Je répète la citation, « Je ne lui demande, lui, c'est-à-dire à mon mari, qu'un bon caractère, c'est tout ce qu'elle souhaite. » Et plus tard, elle poursuit en disant, je cite, « Cela est plus difficile à trouver qu'on ne pense. » On remarque ici une hyperbole, une exagération, mais aussi le comparatif de supériorité, plus que cela est plus difficile à trouver qu'on ne pense. Donc elle exagère, elle se montre clairvoyante et elle a conscience de la difficulté de rencontrer des honnêtes hommes dans la société de son temps. Pour elle, il est compliqué de trouver un homme honnête. Je poursuis, ligne 3. On loue beaucoup le sien, mais qui est-ce qui a vécu avec lui ? Donc ici, on remarque la conjonction de coordination, mais qui sert à exprimer l'opposition. Mais qui est-ce qui a vécu avec lui ? Donc Sylvia accepte la description de Lisette, mais la rejette aussitôt. Elle oppose le portrait élogieux, l'apparence, la renommée, au profit de l'expérience. Donc le fait de vivre avec cet homme permettra de savoir si oui ou non il s'agit d'un homme bon. Voilà. Et donc elle poursuit encore de ligne 3 à la ligne 5 avec deux questions rhétoriques. Les hommes ne contrefont-ils pas ? Pardon, je répète. Les hommes ne se contrefont-ils pas ? Surtout quand ils ont de l'esprit, n'en ai-je pas vu, moi, qui paraissais, avec leurs amis, les meilleurs gens du monde ? Donc on a deux questions, deux phrases interrogatives, où Sylvia se montre inquiète. Elle formule une thèse qui sera plus tard étayée par 3 portraits autour du thème du double visage que pourraient avoir les hommes. Les questions qu'elle lui emploie ici traduisent cette inquiétude. Donc elle est inquiète, elle rejette l'apparence, le paraître, au profit de l'être. Et d'ailleurs le verbe paraître qu'elle utilise à l'imparfait, n'en ai-je pas vu, moi, qui paraissais avec leurs amis les meilleurs gens du monde. Donc ici, ce verbe renvoie à l'hypocrisie des hommes qui se montrent merveilleux, brillants en société et qui se révèlent au sein du mariage.
de la ligne 5 à la ligne 6, elle va énumérer des fausses qualités. Elle oppose la réalité à l'artifice. À l'artifice de la physionomie, l'artifice du physique. Alors je vais citer le passage. C'est la douceur, la raison, l'enjouement même. Il n'y a pas jusqu'à leur physionomie qui ne soit garante de toutes les bonnes qualités qu'on leur trouve. Donc les bonnes qualités qu'on leur trouve ici sont toutes ces qualités qui renvoient à leur apparence, l'apparence de ces hommes, mais cette apparence qui n'est qu'un artifice, d'après le discours de Sylvia. Et je poursuis encore dans cette réplique de Sylvia, ligne 6 à 8, je cite « Monsieur Untel a l'air d'un galant homme, d'un homme bien raisonnable, disait-on tous les jours d'Ergaste. Aussi l'est-il, répondait-on. Je l'ai répondu moi-même. Sa physionomie ne vous ment pas d'un mot. » Selon Sylvia, il est dangereux de se fier aux apparences, car les apparences sont trompeuses. Dans cette citation, elle nous parle d'Ergaste, qui est donc l'un des personnages de la pièce, et donc elle fait part des rumeurs qui concernent cet homme, Ergaste. Alors les rumeurs, on les retrouve à travers les incises, disait-on, répondait-on. Je cite Monsieur Untel a l'air d'un galant homme, d'un homme bien raisonnable, disait-on d'Ergaste. Aussi l'est-il, répondait-on. Donc la rumeur voulait que Ergaste était un homme bien raisonnable. Donc ici, elle redonne un dialogue rapporté au style direct, donc, puisqu'elle fait parler le jugement public. Mais pour elle, il est bien dangereux de se fier aux apparences. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc elle choisit d'argumenter ici son propos en utilisant l'exemple d'Ergaste. Donc on croit au début que son propos va rester vague puisqu'elle utilise la formule « Monsieur Untel », donc on pense qu'elle parle de n'importe quel homme, de n'importe quel mari potentiel. Mais finalement, elle va préciser les choses en donnant l'exemple, tout au long de l'extrait, l'exemple de 3 maris qui, en apparence, sont des maris idéaux, qui sont des époux de ses amis proches, mais qui vont se montrer en réalité de mauvais maris. C'est ce qu'elle démontrera plus tard. Des maris qui dissimulent leur vraie nature. Et on retrouve d'ailleurs dans ce passage le motif du masque. D'ailleurs, le mot masque est employé à la ligne 12. Qu'elle utilise d'ailleurs l'antiphrase à la ligne 9, cette physionomie si douce, si prévenante. Donc la physionomie pour renvoyer à la personne même d'Ergaste. Et donc le motif du masque, on le retrouve par exemple avec le terme visage, le mot masque par exemple, hein, et cela renvoie à l'opposition, encore une fois, entre l'être et le paraître. À la ligne 9, donc en parlant de cette physionomie si douce, elle nous dit que cette physionomie, je cite, disparaît un quart d'heure après. Donc le complément circonstanciel de temps, un quart d'heure après, nous montre que Ergaste, très rapidement, peut passer d'un visage à un autre visage et donc peut tout à fait changer en très peu de temps, ne plus être la même personne une fois qu'il se trouve dans son foyer, dans l'intimité avec sa femme et sa famille. Donc on retrouve cette distance entre l'être et le paraître, entre l'être et le paraître, avec l'antithèse, par exemple, l'antithèse à la ligne 9 entre douce, prévenante et sombre et brutale. Ergaste, finalement, en réalité, n'est qu'un tyran dans son foyer auprès de ses proches. Et donc, Sylvia dit qu'Ergaste dissimule sa vraie nature, excepté avec sa famille et sa femme. Donc c'est une description assez détaillée que nous propose Sylvia, mais une description aussi qui nous montre son effroi, sa crainte, puisqu'elle a peur de devoir se marier. On peut citer la ligne 10 et la ligne 11, toujours en parlant d'Ergaste.
Sa femme, ses enfants, son domestique ne lui connaissent encore que ce visage-là, pendant qu'il promène partout ailleurs cette physionomie si aimable. Donc cette description montre bien le contraste entre la personnalité publique d'Ergast et son visage, son vrai visage qu'il révèle à sa femme. Ainsi, le mariage révèle sa personnalité et en fait un mari violent dont la femme est condamnée à la peur. Le portrait que propose Sylvia d'Ergast est donc le portrait d'un tyran. Et nous arrivons alors au second mouvement. À partir de la ligne 14, Lisette, la servante, va répondre à Sylvia. Tout au long de ce second mouvement, on aura deux autres exemples, des portraits de Marie qui sont hypocrites, et donc c'est le thème de l'hypocrisie qui est développé tout au long de ce second mouvement. Donc, je vais commencer par la réponse que Lisette fait à Sylvia. Donc je cite « Quel fantasque avec ces deux visages !» Donc cette réponse est une phrase exclamative. Lisette transpose en images concrètes le discours plus abstrait de Sylvia. Ce portrait satirique d'Ergast fait impression sur Lisette, comme le prouve la phrase exclamative. Donc le mot fantasque signifie bizarre, lunatique, et donc ici il renvoie directement à Ergast, dont Sylvia vient de finir le portrait. Alors Sylvia va répondre à cette exclamation par une question, une phrase interrogative. Je cite « N'est-on pas content de Léandre quand on le voit ?» Donc on retrouve ici le pronom personnel « on » qui renvoie aux rumeurs. N'est-on pas content de Léandre ? Et Sylvia propose un nouvel exemple, un nouvel homme, un nouveau mari, c'est Léandre. Alors son portrait, encore une fois, comme c'était le cas pour Ergast, est présenté comme un témoignage indirect fondé sur des rumeurs, d'où le pronom dont je parlais tout à l'heure, on. Léandre paraît aimable en société, c'est ce que nous dit Sylvia. À la ligne 16, elle énumère des adjectifs pour qualifier cet homme, je cite, « C'est une âme glacée, solitaire, inaccessible ». On peut également citer à la ligne 17 les relatives qui représentent une sorte d'inventaire. Donc je cite encore « Qui sort d'un cabinet, qui vient à table et qui fait expirer de langueur, de froid, d'ennui ». Donc ici, on voit bien que Léandre est présenté par Sylvia comme un homme fade, indigne d'intérêt. Il se fige dans une glaciale et morbide indifférence. Donc je peux encore citer les propos de Sylvia, le groupe nominal « âme glacée ». À la ligne 17, elle parle de sa femme et elle nous dit « Sa femme, je cite, n'est mariée qu'avec une figure ». Alors dans cette phrase, on retrouve la négation restrictive, ne que, et une métaphore qui fait de Léandre un spectre ou un automate, un homme sans vie. Donc elle ne s'est mariée qu'avec une figure. Elle poursuit, et elle termine d'ailleurs cette réplique à la ligne 18 avec une question, une phrase interrogative, mais cette phrase est aussi une question rhétorique. Je la cite. « N'est-ce pas là un mari bien amusant ?» Donc on remarque ici l'antiphrase qui est utilisée pour montrer l'ironie de Sylvia. Elle utilise l'ironie pour amplifier le portrait péjoratif de Léandre. Donc finalement, le vrai visage de Léandre se révèle dans le mariage, et donc c'est tout sauf un mari bien amusant, comme elle veut l'expliquer. On retrouve un registre comique dans la réponse de Lisette. Je la cite. « Je gèle au récit que vous m'en faites. Métersandre, par exemple. » Donc c'est une phrase qui se constitue en deux temps. Donc d'abord, elle, en parlant de Léandre et de son portrait, elle choisit le verbe « je gèle ». Donc c'est ici qu'on peut trouver un écho comique avec la froideur du personnage. Et ensuite, elle introduit un troisième mari, un troisième prénom, celui de Tersandre. Donc, on va arriver ensuite au dernier portrait, le troisième mari, Tersandre,
que Sylvia va encore nous décrire, nous présenter. À partir de la ligne 21, ligne 21-22, donc je cite le début de ce portrait. Elle nous dit qu'il se présente les bras ouverts, d'un air serein, dégagé, sa bouche et ses yeux riaient encore. Donc on a un portrait stéréotypé. En réalité c'est un goujat avec sa femme, et c'est ce qu'elle explique un peu plus loin. Et donc il adopte une gestuelle qui rappelle le théâtre de mime et qui renvoie alors à son hypocrisie apparente. À la ligne 21, on retrouve la première personne, donc elle parle d'elle-même, j'arrive, je vois, et aussi le présent de narration. Donc c'est comme si elle avait vécu la scène qu'elle est en train de raconter, comme si elle avait été témoin d'une scène chez Terre Cendre et sa femme. Elle dramatise l'événement pour montrer à quel point c'est un mari cruel. Encore une fois, comme dans les portraits précédents, on retrouve de nombreuses antithèses entre l'être et le paraître, et aussi entre l'homme et la femme. Donc on peut relever à la ligne 22 l'antithèse entre les yeux qui riaient, et donc les yeux riants, ce sont les yeux du mari, et plus loin, les yeux qui venaient de pleurer, ici les yeux de la femme. Ou encore s'emporter, qui s'oppose à, je cite encore, la conversation la plus badine. Aux lignes 23 et 20... Non, pardon, à la ligne 22, elle utilise une périphrase pour parler de cet homme, je cite, le fourbe. Et elle termine avec un point d'exclamation. Donc là, clairement, elle l'accuse de fourberie, donc de sournoiserie, de mensonge. Aux lignes 23 et 24, elle prononce l'affirmation suivante. Voilà ce que c'est que les hommes. Donc c'est une affirmation emphatique et elle suggère l'hypocrisie générale des maris. Donc elle ne parle plus de Terre Cendre uniquement, mais des hommes en général. Et puis ensuite elle revient sur le pauvre sort de l'épouse de Terre Cendre, ligne 24-25, je cite. Je la trouvais tout abattue, le teint plombé, avec des yeux qui venaient de pleurer, etc. Donc on retrouve le pronom personnel je. Et on voit ici que Sylvia veut faire connaître à Lisette le sort de cette malheureuse épouse, donc l'épouse de Terre Cendre, mais aussi la crainte qu'elle a pour elle-même, car Sylvia a peur de connaître le même sort. Elle s'identifie à l'épouse de Terre Cendre, tandis que la violence querelleuse du mari n'apparaît que dans la peinture de sa femme, qui suscite la pitié et la terreur. Donc on a l'impression ici d'un événement tragique et Sylvia souhaite échapper à tout ça en évitant le mariage. Et elle termine donc sa réplique avec la phrase suivante à la ligne 27. Songe à ce que c'est qu'un mari. Donc elle veut convaincre Lisette dans une dernière injonction de sa méfiance envers les hommes et sa réticence à l'encontre de ce mariage convenu puisqu'on la promet à un époux. Et pour terminer, on peut encore citer la proposition subordonnée circonstancielle de comparaison à la ligne 25. Comme je serai peut-être, voilà mon portrait à venir, je vais du moins risquer d'en être une copie. Donc finalement, on a eu tout au long de l'extrait 3 portraits qui ont été dressés, 3 portraits de 3 maris, 3 hommes hypocrites, mais finalement un 4e portrait est proposé, c'est celui de Sylvia. Elle cerne une vérité possible d'un mari hypocrite, et si elle cède au mariage arrangé de son père. Donc l'idée c'est que si elle obéit à son père en épousant cet homme lors d'un mariage arrangé, eh bien le sort qui l'attendra sera le même que celui de ses amis, et donc elle sera bien déçue. Alors pour conclure, on peut dire que cette succession de portraits offre au public le plaisir de la variété. Ces maris font le désespoir de leurs épouses, auprès desquelles ils sont froids, indifférents ou tyranniques. La diversité des exemples permet à Sylvia de suggérer que l'hypocrisie des maris est une tendance générale qui rend redoutable la perspective du mariage.
Sylvia se montre avisée, très prévenue contre le mariage. Dorante, donc l'homme qui lui est promis, sera bel et bien hypocrite, au sens premier, endossant, tel un comédien, le rôle de celui qu'il n'est pas, pour mieux se révéler tel qu'il est à la fin et faire le bonheur de Sylvia. On peut comparer ce dialogue à la scène d'exposition des femmes savantes de Molière, où Armande et Henriette exposent également des opinions divergentes sur le mariage.